Bon, ben, on va commencer directement comme ça, et puis tant pis. Alors, Hmm. live sur le thème RICOP, ben, suite à l'annonce de l'utilisation judiciaire, et forcément, ben, premier fail du coup de l'ouverture à la concurrence. Oui. Notamment pour réouvrir le Lyon-Bordeaux. Et sans compter les autres lignes, parce qu'il y avait pas mal de lignes annoncées, mais effectivement, c'est sur le Bordeaux-Lyon que la communication avait été faite. Oui. Et oui, je pense surtout à tous ceux qui ont versé de l'argent à eux. Bon, sans compter les collectivités, parce que les collectivités n'ont pas été très malins non plus. Oui, c'est sûr. Alors justement, ben, on a Cyril qui est présent sur le Space, c'est lui qui a fait donc tout le trade. Alors je ne sais pas s'il peut parler avec nous actuellement. Cyril, tu as, le droit de parole. Je ne sais pas si tu es libre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Bon bah moi je suis venu pour déjà vous écouter. Là je suis en service mais j'ai une petite pause et je voulais intervenir si des collègues, si des auditeurs avaient des questions particulières et j'essaierai d'apporter un petit peu ma connaissance du sujet. Ok, ben, c'est génial de t'avoir déjà, donc merci d'avoir rejoint. Je règle en même temps le souci de son sur les autres lives, mais effectivement, on va relancer un peu le sujet. En résumé, oui, donc société ouverte en 2019, mais on a vraiment entendu parler que 2021, donc c'est là où tu avais lancé ton trade, donc le 23 avril, et ben, après, s'ensuit l'amateurisme, parce que quand on lit petit à petit le trade, on voit que ils connaissent pas du tout le sujet. Oui. J'avais eu connaissance de Rycop pas longtemps avant le reportage sur Envoyé spécial. Et le peu d'articles qu'il y avait dans la presse, c'était surtout des articles idylliques. Et ça m'a donné envie de regarder ce reportage Envoyé spécial. Hein. C'est Le train de leur vie de mémoire, le titre. On peut le retrouver sans problème. Et là, quand on regarde ce reportage, on se dit, mais ils n'ont rien d'une entreprise ferroviaire. Pas des, c'est même pas un train touristique. Un train touristique a nettement plus de professionnalisme et de connaissances et de compétences ferroviaires que Railcoop. Donc pour moi, dès ce Oui. reportage-là, j'ai été alerté sur le fait de la communication qu'il pouvait y avoir et la réalité. Et comme on en parlait avec certains collègues, je me suis dit, bah, faut archiver ça parce que on va oublier au jour le jour le nombre d'articles qu'il va y avoir. Donc, j'ai créé ce fil pour archiver tous les articles et qu'on ait une trace et ben, puis un archivage. Oui. Oui. Bah, parce que l'essentiel de pourquoi Raikkonen a été créé, c'était en grande partie pour pouvoir relancer, comme ce qui a été dit, le Lyon-Bordeaux. Alors normalement sur YouTube, on doit pouvoir m'entendre maintenant. Ouais, c'est parfait. Alors oui. Oui. Euh, Ben, de toute Donc, façon, oui, comment dire, ils ont fait que demander de l'argent. C'était plus une agence de com, on va dire, hein, parce que comme je l'avais fait dans ma parodie. Mais ce que j'ai retenu, c'est ils ont dépensé soit en salaire, soit en pub. Donc c'est vraiment un fonctionnement d'agence de com qu'ils ont eu. Je dirais même pas en pub, je dirais plutôt oui. en la location du matériel, la location des locomotives, la location des wagons, l'entretien et puis payer les sillons pour des trains qui ont circulé à vide pendant des mois, payer des sillons pour un ou deux wagons promenés.
Et Oui. tout ça a fait que ça a épuisé la trésorerie. Ouais, la trésorerie, en parlant des trésoreries, parce que oui, ne serait-ce qu'au niveau salaire, parce qu'il y a eu une belle augmentation aussi, alors si je me trompe pas, 2021-2022. Bon, c'est pas déconnant, sachant que c'est une entreprise qui commençait à se développer, mais bon, ça pose aussi des questions là aussi. Oui, c'est sûr. Oui, Après, oui, il y a eu une augmentation de salaire qui a été assez conséquente pour certains salaires. Donc, je les avais publiés hein, sur le trade. Et ça n'a pas aidé, hein, mais c'est vrai qu'en étudiant les salaires, ils n'étaient pas forcément mirobolants. Ce qui était vraiment mirobolant, c'était la quantité de personnel qui a été recruté au fur et à mesure pour un service qui n'a jamais eu lieu. Ouais, parce que pour revenir aux 72-500 d'ailleurs, parce que là actuellement ils sont donc que deux sur les neuf prévus. Les deux, donc il y en a un que, comme on a vu dans plusieurs reportages et qui a été complètement démonté. Ceux-là, maintenant, je pense qu'ils vont être saisis par la justice. Actuellement, ces 72-500-là, ils sont invendables, ils sont bons juste pour la pièce détachée. oui. Oui, oui, tout à fait. Les 72 500, ils vont être récupérés pour la liquidation de l'entreprise et ils vont être liquidés, hein. Ils seront revendus, ça c'est sûr, mais ils serviront à combler les dettes de l'entreprise. Mais on se demande qui est-ce qui pouvait acheter ça. Je pense au chemin de fer roumain qui en avait déjà acheté et qui aurait peut-être besoin de certaines pièces détachées. Mais je pense que s'il faut réouvrir Lyon-Bordeaux, je pense que on devrait essayer avec des corrects. Je suis désolé de ce que je veux dire, mais avec des régions, parce que quand tu vois, quand tu vois les coûts à entretenir et tout, ça serait peut-être plus judicieux de mettre des régions lisses. Surtout que c'est des matériaux qui ont duré plusieurs années. Mais même en y repensant, pourquoi Raikkonen a tellement insisté à vouloir acheter leur propre rame, alors que pour le fait, eh bien, ils ont juste loué une locomotive, les wagons qui vont avec. Là, bizarrement, pour le voyageur, ils voulaient leur rame, alors qu'ils auraient pu très bien demander à la région Auvergne-Rhône-Alpes de les louer. Ils Ouais, auraient déjà ou gagné un Nouvelle-Aquitaine. énorme temps en les louant. Ou même Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Même Nouvelle-Aquitaine aurait pu. Après, au vu des tweets qu'il y avait eu, on comprend que la région Auvergne-Rhône-Alpes était plus impliquée dans le projet, mais Bah, ça reste quand même la question. Pourquoi vouloir tant acheter alors que ça pouvait louer? faut dire aussi par rapport à l'impulsion de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi il y a plus de Lyon-Bordeaux depuis 2016. Oui, tout à fait, mais même alors la région Aquitaine, moi qui a suivi un peu le truc, Monsieur Alain Rousset, qui est le président de région et qui par ailleurs je le salue parce qu'il me suit sur Twitter, euh, était volontiers à ouvrir avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf que la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, a fermé la porte, préférant à Railcoop. D'ailleurs, la région Aquitaine a ouvert des sillons et a supprimé ses propres certains TER qui étaient fréquentés pour ouvrir à Railcoop des sillons qui, au final, n'ont vu circuler aucun train. Oui. Au passage, quand je dis 2016, je prends en compte le TGV qui existait via Toulouse. D'accord. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que les rames en location, ils n'avaient pas disponible. Les régions, elles étaient toutes en flux tendu au niveau des rames, donc il n'y en avait aucune de disponible à la location.
Et donc, Raikkonen n'a eu d'autre choix que de se tourner sur un matériel qui était sorti des effectifs régionaux, donc radié, on va dire. Et c'était la seule possibilité pour eux de faire circuler un train, vu que le matériel neuf, bah, ils n'avaient pas les fonds. Et puis, il fallait attendre plusieurs années. La location, bah, on sait, il n'y a pas de matériel de disponible. Tout est en flux tendu. Il y avait que cette solution-là pour Raikkonen. Et concernant Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai, elle a demandé à Région Aura de reprendre le Lyon-Bordeaux en collaboration entre les deux régions sous le régime TER. Et Laurent Wauquiez, on peut retrouver des articles de presse où il dit que lui, c'est hors de question parce que le Lyon-Bordeaux, c'est une compétence de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'elle dit d'ailleurs, cette liaison? Ils ont fait longtemps par Intercité, puis après, ils ont eu, début des années 2000, ils ont essayé TGV, ça a marché jusqu'en 2016. Et là, on voit qu'en fait. Et Bah, là, ce on- qui se Mais, passe, c'est mais sur les 72 500 qui avaient été refilés à Raikop, on voit bien les autocollants région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je sais que c'est des 72 500, je les avais déjà vus sur Lyon-Péage quand ils circulaient en intercité, je crois, pour Nantes. Euh, et la région aurait pu très bien leur dire, OK, on peut vous prêter du matériel en échange d'un loyer, quelque chose comme ça. Enfin, une alternative que eux prennent en charge la rénovation du matériel. Je sais pas, un peu comme pour les voitures, tu sais, location en option d'achat, ce genre de truc. ouais. Ou même, comme je dis, quitte à ne pas prendre les 72 500, enfin 72 500, autant essayer avec ce qui se fait sur Lyon-Nantes, c'est-à-dire des AGC ou des Réjolis. ouais, mais il y avait pas de rame disponible. Il y a aucune rame en région. C'était une pénurie de rames. Ouais, Avec l'essor des TER, toutes les rames elles sont surutilisées quasiment. Donc, il restait à Raikop que cette possibilité de trouver un matériel radié. ouais. Puis en fabriquer, en plus, ça devait coûter encore plus cher. Donc, ouais. À fabriquer, on compte entre 10 et 15 millions d'euros une rame. Ah Et oui, puis, fallait attendre 4 ans pour être livré entre la commande et les premières livraisons. ouais. J'espère que la SNCF va quand même essayer de tenter de relancer ces liaisons parce que pour moi, Lyon-Bordeaux, c'est au-delà de la liaison via Limoges, c'est une liaison pour moi très importante qui relie deux villes très importantes. Bah, de Ouais, souvenir, il me semble que Farandou n'était pas opposé à l'idée, mais pas sur les comptes SNCF complets, quoi. Il Ouais. faudrait que soit il y ait une alternative, ou soit vraiment que Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes se mettent en accord, parce que là, clairement, il y a des sous-entendus et des malentendus. Vous pensez que la SNCF aurait dû laisser le 6811 qui était prolongé jusqu'à Bordeaux? Enfin, non, c'était 6800. Sur la fin, c'était 6808. Voilà. Bah, ce TGV, tu parles bien du TGV qui faisait Bordeaux-Toulouse-Lyon. Oui, Bon, ben, moi, j'aurais préféré, en fait, qu'au lieu de passer par Toulouse, il aurait été plus pertinent en passant par Massy. Et là, où il récupérerait un peu le trafic du Paris-Lyon classique. Au moins, il y aurait eu un peu plus de monde et un peu plus de rentabilité sur ce point-là. oui. Surtout que euh, passer par Toulouse, au final, c'est aussi long que de passer par Limoges, quoi. Oui, tout à fait. Ouais.
Mais je voulais en revenir à ce que disaient les supertrains. C'est vrai que je l'avais oublié. Jean-Pierre Farandou n'a pas fermé la porte à un futur Lyon-Bordeaux, mais il ne veut pas et ne peut pas financer seul parce qu'il sait que c'est une liaison qui est déficitaire de par la complexité des lignes, les rebroussements qu'il y a à faire et la vétusté des lignes aussi. Donc, ouais, c'est bien que tu aies relevé cette chose-là. Je l'avais un petit peu oublié. Après, un autre extrait du rapport là, que j'avais eu dans les trades, c'est que le rapport indiquait qu'une relation de jour n'était pas pertinent du fait de la 89. Sur ça, je suis plutôt d'accord, mais qu'effectivement, une liaison de nuit serait pas mal. Et là, je rejoins fortement l'idée. Un train de nuit dessus, Bordeaux-Lyon, moi, je suis à 100%, voire 1000% pour. Hein. Oui. Il y a Toulouse, du coup. Ouais, par rapport au rapport, c'est le rapport parlementaire de 2021 qui mentionnait ça et qui se désengageait du financement en train d'équipe de territoire sur Bordeaux-Lyon parce que Railcoop s'était positionné et avait promis des matériels Régiolis. Et ce rapport dit bien que de jour, ça n'apparaît pas pertinent, mais que de nuit, il y a une possibilité de pertinence. Et ce serait une relation qui pourrait être réfléchie de nuit. En revanche, il faut réouvrir de nombreux postes d'aiguillage et des lignes. Et ça va influer une fois de plus dans le coup du sillon. Avant le Bah Lyon. après, il y a vraiment, quand tu vois la 89, moi qui l'a fait personnellement plusieurs fois, quand tu vois les camions, Et ouais, c'est peuplé par les bus Macron, on il y a un intérêt écologique, il y a des arguments pour vendre. va Hein. essayer de trouver 15 000 alternatives. Même à un moment donné, la Intercité et TGV, je crois que sur la fin, ils ont un peu cohabité, genre en 2012. Ouais, mais voilà, mais il y a des possibilités, mais faut bien se poser et bien réfléchir à la chose. Parce que autant quand on ouvre des postes d'aiguillage, tout ça, on peut dire, OK, ça crée de l'emploi. OK, on est plus écologique. On fait une ligne de nuit qui a de l'intérêt. On ne balance pas de l'argent par la fenêtre. Il y a vraiment un argument sur ce point-là, mais il faut viser juste. Il ne faut pas viser à côté de la plaque comme ça. Ouais, tout à fait. C'est une très belle, c'est une très bonne explication et c'est très raisonnable de faire ça. Oui. Parce que bon, moi j'amène un peu mon expertise parce que bon, je suis pas cheminot, mais j'ai été dirigeant d'entreprise et quand je vois les décisions qui ont été prises par les directeurs successifs de Raikop, bon, je vais pas parler de celui qui est parti au bout de 2 mois parce que bon, je pense que lui, il a dû voir que c'était désespéré et il a bien fait de partir. Mais quand on voit les décisions, on comprend pas. Ne pas écouter les experts pour le matériel, ne pas écouter les experts pour les sillons quand on est dirigeant, c'est une faute à droit dans le mur. Aucune remise en question, ça pose un problème. Ouais, ça c'est vrai, ça pose un gros problème et le souci c'est qu'il s'est confronté à des belles paroles c'est pas qu'il s'est confronté, c'est qu'il avait des belles paroles et même s'il ignorait les experts, il avait l'appui des sociétaires qui ne connaissaient pas le chemin de fer. Et il s'est reposé sur ces sociétaires-là qui ne connaissaient pas le chemin de fer pour ne pas écouter les experts qui, eux, en plus, avaient des belles propositions. Moi, je suis sur LinkedIn un ancien cadre honoraire de la SNCF, Thierry Marty, et lui, plusieurs fois, il les a alertés sur les directions qui étaient mauvaises. Il était prêt à apporter une partie de son expertise pour, euh, pour qu'ils aillent dans le bon sens. Et il était ignoré, je l'ai vu sur des webinaires. Ces questions qui étaient toutes pertinentes, il les zappait. Il les utilisait pas, ces questions-là. En revanche, la question du petit sociétaire qui disait n'importe quoi, on va dire, moi je veux un billet à 20 euros, voilà, des questions qui n'ont rien à voir avec le cœur du métier.
Et ben, ces questions-là, elles étaient prises en compte, elles étaient écoutées. Et donc, la direction leur racontait une belle histoire à ces sociétaires. Oui, donc dans la quête du profit, ils ont préféré pas écouter pourtant ceux qui sont du métier. Euh, Ça, c'est pas normal parce que ne serait-ce que dépenser de l'argent quand on sait, quand du métier que le fret, actuellement, c'est pas rentable, surtout sur une ligne où on n'était pas très loin de l'autoroute A20, il me semble, donc qui est une grosse partie gratuite. Déjà, pour trouver des clients sur des sections comme ça, c'est pas facile. Je pense qu'ils auraient dû diversifier les activités en attendant justement de pouvoir faire autre chose parce que là, clairement, tu prends tes billets, tu te fais du feu à la cheminée et ça revient au même. Mais je vais revenir une seconde sur le Lyon-Bordeaux en TGV. Est-ce qu'avec l'ouverture de, du contournement de Nice et de Montpellier, ça serait pas un peu plus rapide que, qu'auparavant? Bonne question. Bon, même si c'est pas une ligne 100% TGV, loin de là. Mais Ouais, mais ce serait un coût qui, oui, ce serait un coût énorme. Toujours, les billets TGV sont très chers de par leurs sillons qui sont très, très élevés. Railcock se positionnait sur l'équivalent d'un TER intercité oui, en termes de oui, tarification, hein. en reprenant ce qui se faisait auparavant. Oui, oui, Ouais, d'ailleurs, parlant d'Intercité, d'ailleurs, je me demande qui a rédigé leur sillon, parce que quand je vois 265 km/h Tivier Périgueux, bon, ça prête à sourire, hein. Bah, j'ai une des personnes qui m'avait contacté qui était proche. Et il m'expliquait que la demande de sillon pour 2024, donc qui a été faite début 2023, elle aurait été faite à la ramasse. Et au dernier moment, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sont pas occupés, ils étaient plus focalisés sur le fret et la fin du fret. Et quand il a fallu demander les sillons, bah, ils les ont tracés vraiment à ah ouais. l'arrache. Et c'est vraiment le cas, ils les ont tracés à l'arrache. Ah oui. Ah, parce que, à la limite, il y aurait eu le projet LGV Limoges-Poitiers, bon, à la limite, pourquoi pas, mais bon, là, non, ça n'existe pas. Et ça conforte dans le fait qu'il y avait un amateurisme énorme et, Ah oui. et, et que la chute, elle était écrite quelque part. Ah oui, ça pour être écrit. On l'a, on l'a, perso, je l'ai vu arriver de loin la chute, hein. Ah, aussi, à chaque fois, reporter, à un moment, ça allait casser, hein. Et puis, c'est les raisons du report. La première fois, en octobre 2021, ils ont dit que c'était à cause de SNCF Réseau qui ne leur accordait pas des sillons de qualité. Ils ont joué les surpris alors que les sillons étaient demandés depuis déjà 18 mois. Ils avaient fait toutes les réunions préparatoires aux sillons. Ils savaient que des postes d'aiguillage allaient être fermés la nuit. Et donc, il n'y avait aucune surprise là-dessus. Et surtout, c'est le fait que, annoncé en octobre 2021 que c'est la faute des SNCF Réseau que Railcock ne puisse pas démarrer son service en juin 2022 est assez risible quand on épluche un petit peu la chose parce qu'en octobre 2021, Railcock n'avait toujours pas acheté la moindre rame, n'avait toujours aucune rame en sa possession, rame qu'il fallait rénover, donc faire un cahier des charges de rénovation. Après la rénovation, il faut qu'elle soit habilitée à la circulation, hein, une habilitation sécurité. Il fallait recruter les personnels, former les personnels, habiliter les personnels. Il faut aussi effectuer des marges d'essai. Il faut roder le service. Trenitalia a fait 4 ou 5 mois de marge d'essai sur la LGV entre Paris et Lyon. Et Railcock, je dirais pas qu'il fallait 4 ou 5 mois, mais peut-être 2 ou 3 semaines où il fallait faire circuler le train à vide pour vraiment bien roder les sillons, la signalisation, les rebroussements. Et juste en étudiant, en confrontant pardon, ces deux informations
octobre 2021, dire que c'est de la faute de SNCF Réseau alors qu'on n'a pas de RAM et qu'on est prêt sur rien. Tout de suite, c'était débunké. L'amateurisme de Raikkonen ressort une fois de plus. Ouais. Ouais, ben ça tombe bien que tu mets Trenitalia sur le sujet parce que du coup, sur la concurrence, donc du coup, ben, Raikkonen, c'est le premier à avoir tué dans l'œuf, on va dire. Parce qu'après, dans les autres concurrents, ben, Trenitalia, donc ben, c'est italien, donc c'est sur fond public italien. Pareil pour la Renfe, c'est pareil. Donc, si c'est pas un État qui est derrière, ça fonctionne pas. On a Transdev, mais qui est une filiale de la Caisse des dépôts, donc eux, ils vont avoir leur TER dans le PACA. Donc pour eux, c'est sûr et certain, ils sont en place et ils vont l'être. Après, à l'équivalent de Raikop, on a la société Le Train qui est charentais. Bon, eux sont assez discrets, mais apparemment, il y a une commande en cours. Et le dernier qui s'est annoncé, Kevin Speed. Alors, ça, pour le coup, ça m'a déjà bien fait rire le nom, mais dirigé par un ex-RATP Eurotunnel. Bon, certes, la personne a mieux de connaissances que Raikop, mais est-ce que ça va faire comme Raikop? Ça, rien n'est sûr. Ils ont intérêt à se dépêcher pour avoir des rames parce que s'ils veulent récupérer des rames radis, elles sont en train tous d'être liquidées là. Non, Kevin Speed veut des rames neuves, donc avec des spécificités sur ces rames. C'est-à-dire qu'ils veulent des TGV un peu omnibus, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent dans chaque gare des lignes TGV. Et donc, il faut des grandes portières, un peu comme sur le RER, pour que les flux de voyageurs se fassent le plus rapidement possible. Il faut donc concevoir des nouvelles rames et annoncer 2026 ou 2028. Pareil, les experts savent que c'est pas tenable. Quand on sait que la SNCF a commandé ses rames TGVM en 2018 et qu'elles ne sont qu'en phase d'essai pour le moment, qu'elles ne seront pas habilitées au service commercial avant 2025. Donc, il faut à peu près 6, 7, peut-être 8 ans. Ça dépend aussi de la capacité des entreprises à Ils veulent faire ça. répondre. Ah ouais, ils veulent faire ça en 4 ans. Ah oui. Ok. Ça démontre la faiblité de leur projet, quoi. Après, voilà, ben, tant qu'ils ont les finances, de toute façon, voilà, tant qu'ils ont la finance, qu'ils écoutent les gens du métier, voilà, normalement, tout se passe bien. Après, à voir dans la foulée. Mais pour en revenir à Raikop, pour moi, ils ont eu une structure de sous-train touristique, parce que comme je le disais, les trains touristiques, il y a quand même des passionnés, des anciens cheminots, il y a une connaissance du ferroviaire. Et là, Nicolas de Bézieux étant secrétaire du train touristique Quercy-Rail, on aurait pu penser qu'il avait une certaine expertise, mais finalement non. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'ils ont utilisé la ligne de Cahors à Cap-de-Nac pour se faire connaître avec le reportage envoyé spécial. Ils ont intimé dans l'esprit de chacun que cette ligne pourrait hypothétiquement accueillir deux trains. Quand ils utilisent le slogan faisons revenir des trains sur nos lignes ou ouvrons des nouvelles lignes, on intime dans l'esprit des gens que les rails abandonnés pourront de nouveau être circulés par des trains. Et cette ligne de Cahors à Cap-de-Nac, qui a été fermée pour très peu, on est à 70 000 euros de travaux qu'il fallait faire. Et donc l'association de Nicolas de Bézieux n'avait pas voulu les faire à l'époque parce que bon, il n'avait sûrement pas les fonds. Et cette pauvre ligne a été abandonnée pour 22 500 euros de contribution du Grand Figeac dans Railcoop. Et le Grand Figeac est un des actionnaires majoritaires du syndicat mixte des voies vertes du Lot. Donc, on peut quasiment se dire que l'abandon de la ligne de Cahors à Cap-de-Nac et son déferment aujourd'hui a été acheté par le Grand Figeac à Railcoop. Parce que Railcoop, du jour au lendemain, n'a plus parlé de cette ligne. Il l'a totalement zappé. Encore, là, c'est encore un effet de communication.
Oui, tout à fait. Et ils Ouais. ont été très très forts et très très bons dans la communication. Et c'est ce qui fait qu'ils ont duré jusqu'en 2024 grâce à la communication. Alors, je fais un aparté pour Cyril. Du coup, j'ai un conducteur de car qui t'applaudit pour ton super trade et je pense qu'il y en a d'autres qui te félicitent pour le trade. Voilà, c'est quelques commentaires qui sont remontés actuellement sur le chat. Ah, eh ben merci. Moi, je regarde sur YouTube. Je savais pas que tu avais une chaîne YouTube. Faudra que je m'y inscrive. Ben, c'est gentil. Ben, là, j'ai eu la fibre mais il n'y a pas très longtemps, donc du coup, maintenant je peux faire des simultanés, donc c'est parfait. Au moins, il y a ben, un maximum de personnes qui peuvent nous entendre et réagir. Euh, quoi d'autre on peut revenir? Je regarde un peu. Ouais. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave. En tout cas, pour revenir une dernière fois sur, en tout cas, revenir une dernière fois sur l'histoire du Lyon-Bordeaux, je me rappelle encore très bien de ta vidéo Super Train avec ce qui devait être un Wigo et qui finalement était bon, aussi bien un réseau duplex. C'était très sympa. Ouais, je sais, des fois je suis un peu trop délire. Mais c'est vrai que ben, sur l'axe Bordeaux-Lyon, moi je l'ai fait en long et en large. Je suis allé à Clermont, j'ai fait Perrache, j'ai fait la fameuse gare d'Ussel qui était pendant un temps limite Oui. gare internationale et qui du coup est complètement coupée. On a un morceau de gare qui est actuellement à la Cité du Train. Et franchement, c'est dommage. Ussel, pourtant, était bien relié pendant un temps. Et moi, j'aimerais bien revoir des lignes là-bas, parce que ce soit en jour ou en nuit, parce que Ussel, pendant un temps, était relié directement à Paris au service. Maintenant, c'est qu'une pauvre gare TER paumée. La dernière fois que j'y suis allé, il y a une personne qui voulait aller sur Paris pendant 6 mois, mais il devait attendre 3 heures avant le prochain train. Là aussi, c'est dommage. C'est ces petites gares du Massif central qui mériteraient mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014-2015. Vous allez voir, tout est lié, tout est politiquement lié. Je crois que c'est la gare d'Édurant de Merline qui a été fermée sur une portion de voie de 16 kilomètres qui a été fermée. Et Oui. cela s'est fait en même temps que la mise en place des cars Macron. Et vous vous en souviendrez peut-être, François Hollande était invité sur France Inter, je crois, et on lui a demandé pourquoi on fermait cette portion de ligne. Et il expliquait que, mais vous inquiétez pas, on a mis les cars Macron, le service va être assuré. Et on voit bien que la mise en place des cars Macron se faisait au détriment des chemins de fer et qu'il y avait une volonté de plomber les chemins de fer. D'ailleurs, il y a eu énormément de lignes qui ont périclité au départ de la mise en place des cars Macron. Et j'ai l'exemple de Clermont, un Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, où un collègue me disait qu'au guichet, les gens préféraient prendre le car Macron, non pas pour aller plus vite ou moins vite, parce qu'il y avait le Wi-Fi dedans. Ouais. Et donc tout ça, c'est des volontés politiques. Hein. Quand une ligne est fermée, qu'on la laisse fermée ou qu'on ne veut pas la réouvrir, là ils se sont protégés en disant mais ne vous inquiétez pas, on a mis des cars à la place. Hein. Les gens pourront prendre le bus. Et on sait très bien que le bus, même Et- s'il a du succès, il remporte pas forcément le même nombre de voyageurs. Les gens vont se rabattre sur la route. Et on peut le voir, mais il y a très longtemps, je tombais sur un article de l'INA sur YouTube sur le train de Palavas-les-Flots à Montpellier, je crois. Et c'était un train des CFTA. Et ils l'ont fermé parce que soi-disant pas rentable. Hein. C'était pas rentable.
Et ils y ont mis des bus à la place et finalement les bus n'ont pas pris autant de monde que ça parce que le train lui il était blindé et tout le monde s'est rabattu sur la voiture. Bah, justement, avec l'ouverture de la concurrence ferroviaire, déjà, quand il y a eu les cars Macron, on est passé d'une dizaine de compagnies à, je crois, on est à 4 ou 5 maintenant, que ce soit entre faillite et rachat. On est Le à deux, risque, je crois, même deux. même deux. Hein, je crois qu'il risque d'avoir le même effet sur le ferroviaire, qu'on se retrouve avec plusieurs compagnies hors compagnie nationale privé et qui, à la fin, soit font faillite, manque de rentabilité, ou soit se font racheter et au final, ben, il n'y aura pas si de concurrence que ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les compagnies les plus puissantes font couler les autres et puis au final, elles deviennent un monopole. Là, sur le réseau français, il reste plus que Flixbus et Blablabus. Et encore Blablabus, qu'est-ce qu'on n'entend pas, on n'entend plus parler. Même Flixbus en France, très peu. Ouais. Ben, j'ai envie de dire que SNCF a bien fait de revendre Ouibus parce que c'est pas vraiment leur objectif. Eux, leur objectif, c'est de faire du train. Le bus, bon, ok, c'est un complément, mais moi, je trouve qu'ils ont bien fait de revendre Ouibus. Ouais. Sinon, pour en revenir à Rycop, je ne sais pas si vous avez vu tous les articles de presse. Hein, on parle de la future liquidation qui devrait être ordonnée le 15 avril. Nicolas de Bézieux, il met en avant que c'est à cause de ACCM qui leur réclame 880 000 euros qu'ils vont être liquidés. Mais il omet parfaitement de préciser que s'il avait obtenu des financements de ces deux fonds de pension promis, Serena Partners et un autre qu'il a gardé secret lors du webinaire du 5 mars, si le tour de table financier avait été bouclé, il y aurait pas eu de liquidation, même si ACCM avait été vainqueur. Hein. Donc ça, pareil, c'est encore une stratégie de communication, c'est-à-dire qu'on va accuser ACCM, mais on va se dédouaner du fait de ne pas avoir bouclé le plan de financement. Dans 10 minutes, je vais vous laisser. Ok. Oui, ben, de toute façon, le manque de financement, le fait que les banques n'ont pas pris le soin de leur fournir des financements, déjà, quand on veut donner de l'argent en sociétaire, déjà, c'est un red flag. Quand on fait une société comme ça, de toute façon, on fait ce qu'on appelle un business plan. Donc, on détaille la société. On dit telle année, on va engranger tant de pertes, tant de déficits. Mais après, il faut aussi des garanties. Ah, ben, on a ça, on a ça, on a tel expert pour nous épauler. Et tout ça pour rassurer les banques. Donc, pour que les banques, et je pense qu'il n'y en a pas qu'une, hein, mais ont étudié le dossier et ont dit non, c'est pas possible plusieurs fois. Pourtant, de Béziers, avoir son profil LinkedIn, normalement, il doit être habitué au business plan. Là, il y a un souci aussi. C'est que déjà, de base, alors que le sociétal n'était pas à 0 euros, hein, on parlait de 100 euros, redonner 60. Hein. Déjà, là, il y avait quand même des red flags qui commençaient. Donc, l'ingérence ne date pas de tout de suite et les banques n'ont pas été dupes non plus. Une garantie bancaire, même l'État n'a pas voulu. C'est dire que le dossier n'était pas bon du tout. Oui, et quand en octobre, de Bézieux enfin pas en octobre, mais c'est l'annonce du mois de juin où il déclarait qu'il était en cessation de paiement et qu'il faisait un audit des sociétaires pour savoir s'il fallait continuer ou arrêter. Bah, les sociétaires ont dit continuer parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de fer et lui, bêtement, il a continué. Donc, il s'est enfoncé dans la panade. Il faut aussi préciser qu'il y a eu majoritairement de l'abstention. Donc, pas mal n'ont pas dû avoir le mot comme quoi il y avait une réunion ce jour-là. Ça, faut prendre en compte l'abstention. Ah, moi, je vais devoir vous laisser. J'ai un petit départ dans 2 minutes.
Très bien, pas de souci. Donc, Eh ben, merci bonne journée à d'avoir tous. rejoint. Merci. 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 Donc, oui, déjà, merci à Cyril d'être passé. Du coup, oui, je pense qu'on a fait un peu le tour avec Cyril des principaux thèmes. Euh, Oui. Après, oui, sur les autres concurrents, bon, à voir, mais s'il n'y a pas de concurrent avec les fonds ou une garantie d'État derrière, c'est sûr que n'importe quelle entreprise privée qui se présentera est vouée à l'échec. Mais Oui. alors quand je pense que moi directement, quand j'habitais encore sur Libourne, j'ai financé indirectement Raikop, bon, ça me fait rire jaune parce que bon, donner des fonds à une société nouvelle et qui a aucune expérience, bon, moi j'aurais été maire, j'aurais dit non. Prouvez que déjà vous valiez quelque chose avant n'importe quel financement. Oui. Après, ce que je trouve dommage dans ce live, c'est que il n'y ait pas de représentants ou de sociétaires de Raikop, parce que j'aurais bien aimé avoir leur version des choses. Bon, tant pis, hein, parce que je sais que dans mes followers, il y a des sociétaires et je crois même qu'il y a un représentant Raikop dans mes followers. Donc c'est dommage. C'est vrai. Alors, s'il y a d'autres intervenants qui écoutent, qui veulent participer, sinon, si ça vous va, on refera un autre live en soirée. Comme ça, on aura un peu plus de monde. C'est vrai que là, il y en a pas mal qui travaillent. C'est qu'avant aussi, le Lyon-Bordeaux-Toulouse, il allait jusqu'à Dijon en 2012. Ouais. Dijon, c'est vrai que cette ligne-là, ouais, faudrait qu'elle soit rallongée, mais pas forcément jour. Moi, je reverrais plus ligne de nuit. Ouais. Parce que si de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu dire que pour un TGV, c'était comme si c'était prendre à l'intensité au final. Ouais, ça manque pas mal d'intercités. Ouais. Il y a pas mal de lignes qu'il faudrait lancer. Mais quand je regarde le plan Raikop, il y avait des lignes, elles étaient pas bêtes non plus. Parce que quand je vois, je crois, Limoges-Caen, Limoges-Rennes, ça, c'est des lignes, par exemple, j'aurais été là-bas, je les aurais pris volontiers parce que ça évite des correspondances, c'est hyper arrangeant. C'est le genre de ligne qu'il nous faut, clairement. Mais je trouve que même Bordeaux, en termes de TGV, mis à part Paris, c'est pas foufou, quoi. Tout à fait. Genre, il y a deux Lille Bordeaux, il y a deux Lille Bordeaux, alors qu'avant, il y en avait au moins, il y en avait deux fois plus. Il y a plus qu'un Strasbourg-Bordeaux, bon, qui va maintenant jusqu'à Fribourg, mais qui, uniquement le week-end, mais qui, voilà. Ouais, c'est vrai, parce que les Bordeaux, Lille, Strasbourg, ouais, il y en a moins, je crois que même ça n'existe plus, parce qu'ils étaient collés en UEB, séparés à Charles Ouais. de Gaulle. C'est vrai que j'en vois moins, moi. Là, maintenant, Et là, aujourd'hui, ouais, j'en vois moins. il y a deux Lille Bordeaux, un qui arrive le matin, un qui arrive le soir, plus un Hugo pour Tourcoing. Et après, il y a un Strasbourg-Bordeaux quotidien qui est prolongé le week-end jusqu'à Fribourg. Et durant les vacances, il y a un deuxième Strasbourg-Bordeaux, mais c'est tout, quoi. Alors qu'avant, il y avait. Attends, Au jusqu'en 2016, je 2005. crois que on était à 5 Bordeaux, Lille, Ouais, Strasbourg, hein, à 4 pour ouais, Strasbourg et ouais, 5 pour Lille. Ça ouais, allait de 5 heures à 22 heures, ça n'arrêtait pas. oui, Mais là aussi, c'est dommage. Mais ça, c'est aussi, c'est un ouais. problème de sillon. Il faudrait qu'ils Je me, réétudient les je me lignes. Ouais. rappelle, je me rappelle à un moment donné, à 22h, tu avais en premier Lille-Bordeaux-Strasbourg, et juste derrière, tu avais le Lyon-Bordeaux qui arrivait
à 22h22. Ouais, ça, ben, je l'ai pris une C'était fois celui-là, donc je connais parfaitement. Mais c'était quoi? C'était un PSE ou c'était en duplex? alors, le Bordeaux-Lille était en duplex et celui qui est Strasbourg derrière était un TGV réseau. Ah oui. Euh, Ah ok, ok, je pensais que tu parlais du Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon était en duplex. Ok. C'était un duplex. D'ailleurs, une fois, il avait été fait en duplex déguisé en Wigo, c'était assez marrant. Euh, Ouais. mais oui, il était qu'en Des f- US. Ouais. De mémoire, il était en Ouais, US. ouais. Et je me rappelle, même sur la fin, sur les dernières années de l'Intercité, les deux ont commencé un peu à coexister, quoi. Mais, Pareil, maintenant, il mais, est mais- ben, limité à Toulouse, mais bon, ouais, c'est dommage. ouais. Moi, c'est dommage. Mais bon. Mais bon, Lyon-Bordeaux, ça a toujours été chaotique. Enfin, pas longtemps, c'était pas mal, mais maintenant, mais c'est devenu chaotique. Bon, ben, écoutez, Ouais, je vais on te a fait laisser. le tour du sujet avec Cyril, qui était bien gentil de venir. Ben, on refera un autre live, mais en soirée, comme ça, on aura plus Oui, d'intervenants. Là, c'est normal, il y a des gens ok. qui travaillent. Ben, écoutez, surveillez mes réseaux. Il y aura une prochain live dans les jours à venir en soirée, comme ça, on aura un max d'intervenants. Et puis, ben, écoutez, bon après-midi à tous et à plus tard. À plus tard.